Nos frères sont tués à l'Est, nous on prépare la fête. On n'a pas encore une solution réelle pour l'Est, mais on prépare la fête. Et la francophonie. Mais vous connaissez l'histoire du problème du Congo depuis l'opération turquoise. Nous demandons, il y a tous les moyens. La France a les moyens nécessaires d'aider le Congo de mettre fin à la guerre inutile de l'Est. La Belgique en a. Et tous les pays francophones en ont. Donc, travaillons ensemble. Là, nous revenons au sujet. Mais je rentre à ce sujet de... Donnez-moi 2 minutes, je vous donne la parole, mais apparemment le professeur Mionga n'est pas d'avis. Non, je n'ai pas d'avis, mais je pense que peut-être on... Vous êtes d'avis qu'il ne faudrait pas qu'il y ait francophonie ici? Non, je ne dis pas ça. Ça, vous n'êtes pas d'avis? Non, je ne suis pas d'avis avec lui. D'accord. Mais je voulais peut-être, je suis d'accord avec lui que nous devons, peut-être, on va arriver pour le deuxième point, que nous devons faire un effort national pour au moins bouter qu'il n'y ait pas la guerre à l'Est. Je suis d'accord avec ce côté-là. Mais vous n'êtes pas d'avis qu'il faudrait... Oui, parce que la francophonie, c'est autre chose qui pourrait amener à la population. Il ne faudrait pas que le professeur mélange. Oui, c'est-à-dire que, oui, effectivement. Il ne faut pas qu'il ait mélange. Moi, je ne vais pas mélanger. Je reviens. Je suis de la majorité morale. Pas qu'il je suis de la majorité morale. Écoutez, moi, je suis africain. Chez nous, en Afrique, votre maman est malade, mourante, et vous voulez vous marier. Le mariage attend. Vous comprenez? Nous avons des frères et des sœurs qui meurent à l'Est. Et nous sommes en train de faire la fête. On ne sait pas encore comment... Mais rentrez bon à la ville. Hein? Si la fête sera en octobre, les caniveaux que nous avons dans la ville de Kinshasa ne répondront pas aux besoins de la pluie. C'est mal fait. Je ne sais pas qui a fait ces caniveaux. Marcher dans la ville après la pluie. On aura besoin de petits bateaux lors des pluies. Vous ne voyez pas les travaux de modernisation? Je n'ai pas... Écoutez, quand on ne peut pas moderniser une ville sans urbaniser. Écoutez, l'urbanisation précède de la modernisation. Écoutez, mon cher Peter, nous aimons trop les mots qui ne disent pas quelque chose de grand. On dit moderniser, on pense c'est vrai. Mais vous allez moderniser ce qui n'est pas urbanisé. Il y a des codes, il y a des règles d'urbanisation qui ne sont pas respectées. Regardez comment est-ce qu'on construit ici. Et d'abord, le gaspillage. Demain, on met quelque chose au milieu de nos routes, et après, le lendemain, on enlève, et tout ça. Ça montre qu'on n'a pas un plan à suivre. On n'a pas un plan. On va, le tâtonnage. On doit cesser de tâtonner et aller vers le but. Donc, ici, la ville est mal bâtie, on construit mal, et je vous assure, mais comment nous allons travailler ici si nous n'avons pas encore... Donc, je demande que l'État joue son rôle. Mais je demande aussi à nos frères qui sont dans la loi de voir un peu si l'acte de l'État congolais est légitime. Parce que je pense que l'État doit être poursuivi pour avoir détruit les capitales de son peuple sans avertissement. Et ici encore, l'État n'a pas mis de moyens pour mettre ce marché-là. Et depuis quand, d'abord celui qui vendait les patates. Tout le monde qui vend a un document de l'État qui lui permet de vendre le vent. Mais comment il a vendu aux gens là où on connaît qu'il ne doit pas être. Donc il y a vous avez été dans les pays quand même industriels. Mais non, ça c'est l'escroquerie. Vous vendez à quelqu'un une licence de vendre et vous venez, c'est comme les maisons, la même chose. Hein? On vous vend une maison et puis demain on dit on vient démolir, on doit bâtir là-bas. Écoutez, on doit cesser de vivre comme ça. Nous demandons que l'État congolais joue une carte aussi morale. La moralité est absente. C'est ça l'absence d'éthique. C'est pourquoi nous disions, quand ils sont mal élus, ils vont croire que être autoritaire, c'est aller faire la répression à son peuple. Nous avons dit qu'ils vont mal gouverner. Voyez les premiers coups, voyez les premiers signes, et ils vont les regretter. Je rappelle ici que vous êtes candidat malheureux. Malheureux, non. Moi, j'ai retiré ma candidature à la présidence. Je n'ai pas trouvé que je pouvais aller en violant la Constitution. J'ai dit niet. Je ne cherche pas seulement la position. C'était une parenthèse. Vous avez voulu poser une question très importante, j'ai compris à travers les lignes. Oui. Vous avez dit, professeur Zita, mais que vous étiez dans des pays industrialisés, est-ce qu'on peut voir les choses Exactement. Voilà, ça, je pouvais répondre. C'était ça. Aller à Miami, aller à Washington, les gens vendent dans les rues, mais on a rendu des petites choses de beauté. On pouvait faire des parapluies, des gros parapluies là, et on écrit des mots. On peut décorer cette ville. Et demander les Congolais, ils vous diront ce qu'ils peuvent faire. Le problème, c'est qu'il y a un groupe de gens qui est tellement arrogant sans comprendre. Demandez les enfants du Congo dans les quartiers, ils vous diront comment décorer cette ville. Ils peuvent faire un très bon travail. J'ai confiance en cette jeunesse, je connais ce qu'ils ont fait. J'ai des photos invraisemblables faites par des Congolais quand ils ont
décorer les villes. C'est incroyable. Le problème, c'est quoi? Ils ont peur du peuple qui s'organise parce qu'ils ne sont pas sûrs si le peuple est avec eux. C'est ça le problème. D'accord, merci beaucoup. Je reviens au professeur Mionga. Oui, vous avez une réaction? Oui, juste je voulais dire que, effectivement, les États-Unis, le Congo, c'est un peu la spécificité géographique nous permet de faire une petite comparaison. Parce que vous savez, par exemple. On compare l'incomparable. Moi, j'ai parlé de Kinshasa. Oui, non, je disais Kinshasa. Je vous en prie, professeur. Je voulais dire tout simplement que, par exemple, en France, et vous savez que bon, l'éducation, il y a des bourses aux enfants, l'éducation, on donne les frais de scolarité avant le commencement en septembre, on donne déjà l'argent. Oui. C'est pas la même chose ici parce que les gens, l'économie est faible. Pour ça. Il y avait une bourse ici, il y a une époque. Elle est partie non, elle est partie. C'est tout ça, ce sont des problèmes. Je crois que le gouvernement Matata va essayer de remettre ça en marche parce que nous autres, nous avons étudié avec une bourse, mais actuellement, les jeunes gens qui peuvent qui prendre le relève ne peuvent pas défendre leur DEA, leur thèse parce qu'on demande un peu plus 3 000, 4 000 $ pour une thèse. Donc, ça pose un problème de relève. Et ça, c'est le gouvernement qui doit mettre la main dans la pâte pour au moins essayer d'accompagner les gens qui voudraient faire le relève des professeurs. Nous sommes déjà vieux, on est en train de vieillir, il faut que des jeunes qui viennent nous remplacer. Mais ils sont bloqués par des moyens financiers. Et ça, c'est le gouvernement, parce qu'ils ne vont pas travailler seulement pour leur famille, mais ils travaillent pour le gouvernement, parce qu'ils vont aussi former d'autres cadres de demain qui font qu'il y ait un développement dans ces pays. Donc sinon, ça, les cadres de demain, vous savez que les gouvernements... Merci beaucoup. Nous prenons... Merci, on a compris, on prend le deuxième dossier. J'ai une question par rapport au premier dossier, mais malheureusement, on doit d'abord prendre le deuxième dossier, si tant il y a, comme ça on va rebondir sur ça, la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je l'avais dit au début de cette émission, avec l'implication du Rwanda par rapport au rapport des Nations Unies, beaucoup de réactions. Lambert Mende nous dit qu'il faudrait être patient, mener des enquêtes, et il faudrait que les services de notre pays fassent des enquêtes pour pouvoir vérifier la véracité de ces faits. La ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo du Rwanda, elle a dit que le rapport des Nations Unies est un tissu de mensonges. La MONUSCO a menti, rien n'a été vérifié. Alors face à cette situation, maintenant que nous sommes sur ce plateau en train de parler avec des invités qui sont bien habillés, et les gens continuent à mourir dans la partie est de la République démocratique du Congo, nous journalistes qui, avant je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement, sommes en contact avec les gens qui nous appellent, ça fait très très mal, surtout les appels que nous recevons de Goma, avec toute la population qui est de là, qui nous suit très 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 sincèrement. Alors nous voulons réfléchir, je vais ici dire à nos téléspectateurs qui sont dans la partie est de la République démocratique du Congo, comme un monsieur m'a appelé de Goma pour me dire qu'il en avait marre et qu'il fallait moi, journaliste, aller au-delà. Je ne sais pas aller au-delà de quoi, mais ce que je peux dire, c'est que nous devons lutter pour la paix en utilisant des moyens de paix. C'est tout ce que nous pouvons faire dans ce cadre des réflexions et le cadre qui nous permet de réfléchir pour que le pays sorte du manteau d'Arlequin. Alors, nous réfléchissons avec vous, professeur, donc à nos frères qui nous suivent dans la partie Est. Nous sommes avec vous, raison pour laquelle nous en parlons dans nos émissions. Nous ne vous avons pas oublié. Professeur, par rapport à la situation de l'Est, quelle est votre réflexion et comment sortir le pays de cette situation? D'abord, je vais dire à nos frères dans l'Est de la République, tenez les coups, nous ne vous abandonnerons jamais. Je suis entré en politique en 90, après qu'on ait tué mes collègues étudiants, moi je terminais à ce moment-là, à Lubumbashi. Et nous avons fait ce qu'il fallait faire pour voir que ça ne se fera plus jamais. Nous sommes venus maintenant, nous trouvons que mes frères dans l'Est, à l'Est de la République, n'arrivent pas à avoir la paix. Nous vous disons ceci, tenez les coups, vous n'êtes pas abandonnés. Nous ferons tout ce qui est humainement possible. Et s'il faut aller au fond de l'océan, rencontrer les derniers requins, pour arracher la paix, nous le ferons. Mais vous êtes à Kinshasa, Je suis à Kinshasa. Dans les bureaux. Je suis à Kinshasa. Je sais pourquoi je fais ce que je fais, parce qu'il faut que ce pays se retrouve. D'accord. Alors, première chose, soyons d'abord, pourquoi il y a des problèmes dans l'Est de la République? Je reviens à ce que j'ai dit en premier lieu. C'est
l'État qui n'est pas encore viable. La non-viabilité de l'État congolais fait que l'État ne peut pas avoir son autorité dans tous les territoires. Donc, créant un alibi à ces gens qui nous convoitent de venir utiliser un petit groupe contre un autre, Tutsi, Hutu, ainsi de suite, et tout le monde qui est né dans ces salles de rébellion, je suis contre ça depuis le départ, et je resterai contre, car je ne crois pas à la guerre. La guerre est sale, c'est facile de commencer, difficile à terminer. Donc, je reste constant que la guerre n'est pas la solution. Mais alors, quand on vient jouer la carte, je défends les Tutsis, je défends les Tutsis, je défends les Tutsis, et nous avons des voisins qui, j'ai entendu que les Rwandais a nié, mais quand est-ce que les Rwandais dit la vérité? Combien de fois le Rwanda a nié pour on a trouvé qu'il a fait ce qu'il a nié? Nous savons l'histoire. Parce que pour 90, je suis ces problèmes de très près. Donc, j'en appelle d'abord à nos amis et frères du Congo. Les premiers pays au monde qui avaient reconnu le Congo comme État, c'était l'Amérique. C'est l'intérêt de l'Amérique de voir le Congo uni. C'est l'intérêt de l'Amérique de voir la guerre cesser. Et j'en appelle à l'ambassadeur des États-Unis. C'est pas l'impression que nous avons ici. Je n'appelle l'ambassadeur des États-Unis qui peut nous écouter, que c'est l'intérêt de l'Amérique d'avoir le Congo au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, uni et fort. C'est l'intérêt de la France et de toute la francophonie de voir le Congo en paix et uni. Vous parlez à leur place. Et je leur dis ceci, je parle en tant que Congolais, je connais que nous avons une situation stratégique. Et encore, nous autres sommes des Africains, nous reconnaissons nos amis en souffrance. Maintenant, nous sommes en train de voir nos vrais amis. Nos vrais amis doivent venir avec nous. C'est pourquoi je demande notre parti à d'abord laisser tomber ce qui nous sépare avec les pouvoirs. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord avec les élections. Vous savez ça très bien. Mais pour le moment, ce n'est pas la discussion. On a un cas national qui nous unit, c'est de voir ces pays se retrouver intacts. Nous allons résoudre nos divergences en intérieur. Mais pour le moment, nous disons à nos frères les Rwandais, nous voulons vivre en paix avec vous. Nous voulons travailler avec tous nos voisins, les beaux voisinages. Mais les Rwandais, qu'ils comprennent qu'il ne sera plus jamais le faiseur des rois au Congo-Kinshasa. D'accord. Donc, qu'est cette guerre? Si les Rwandais y est pour quelque chose, qu'elle abandonne cette ambition, elle est frivole, elle est non revenue. Nous demandons donc, M. Laurent Kunda, qu'on a demandé par mon gouvernement de venir ici, doit venir ici et répondre à des charges qui lui sont destinées. Nous demandons encore ceux qui partent là-bas, M23, M25, M26, 29, 40, tous ces autres groupes qui vont se former dans cette... parce qu'on pense que le Congo c'est la jungle, un terrain no man's land. Nous disons, méfiez-vous de cette aventure, les Congolais ne le permettront pas, et nous n'allons pas vous le permettre. Aux Congolais, unissons-nous, ensemble, mettons fin à ça. Professeur Omionga, votre analyse de la situation qui prévaut dans l'Est aujourd'hui? Oui, merci Peter. Ben, en tout cas, cette situation à l'est du Congo, ça devient très inquiétante et humiliante. Pourquoi je dis ça? Parce que la première chose, le petit Rwanda, bien qu'il est petit, mais il commence déjà à nous embêter trop. C'est pas un petit pays, hein? Oui, un petit pays par nous, parce que je voulais donner. Je voulais dire tout simplement les déterminants que nous avons par rapport au Rwanda. Ces derniers ne peuvent pas nous embêter. D'abord, nous avons tout ici dans ce pays pour mener une guerre totale et longue contre les Rwandais et il ne va pas tenir les coups. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas le cas. Hein, sur et je veux dire aussi que... Sur le terrain, ce n'est pas le cas. Humiliant, c'est parce que, comme il a dit le professeur Nzita, mes frères de l'Est risquent de croire que les gens qui vivent à d'autres provinces ont abandonné ces frères qui sont là-bas. Non. Nous réfléchissons jour et nuit comment faire face à des situations qui se passent à l'Est. Mais on est dépassé. Pourquoi je dis on est dépassé? Vous savez bien, partout ailleurs, quand il y a des événements de conflits ou de guerres comme ça, c'est une affaire nationale qui transcende les divisions politiques. Parce que les cours que nous donnons à l'université pour montrer aux étudiants qu'il y a un lien entre votre espace et l'État. Et la politique. En aucun cas, vous ne pouvez pas
vous rendre compte qu'un autre État vous prenne un morceau ou une portion de terre quelconque, parce que ça va de votre vie. L'espace est important pour des générations futures. Pour dire que les problèmes de l'Est, ça nous dépasse parce que tous les moyens sont à notre faveur. Bon, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas bouter définitivement les forces négatives en dehors de notre frontière. Nous avons une dimension, nous avons beaucoup de populations, 61 millions d'habitants plus maintenant. Nous avons des ressources qui peuvent nous permettre de faire une guerre longue, défensive comme offensive. Nous avons quand même diversité culturelle, nous avons dimension territoriale qui constitue une stratégie défensive. Pourquoi on n'arrive pas à bouter ces gens dehors définitivement? Effectivement, il y a des analyses à faire pour voir si on peut mener les deux à la fois, l'offensive militaire et l'offensive diplomatique. Mais en tant qu'internationaliste, je privilège d'abord l'option diplomatique, c'est-à-dire essayer de faire comprendre à nos amis, à nos partenaires, non seulement à Rwanda, et leur dire que nous sommes déjà fatigués avec cette situation. Nous voulons faire ça, telle chose, telle offensive, telle offensive. Si le Rwanda ne comprend pas qu'on est vraiment dépassé, il y a moyen d'arriver, comme on dit, le dernier recours, c'est la guerre. Et la guerre, on peut la faire. C'est pourquoi j'appelle que, comme c'est une affaire nationale, parce que maintenant, à notre époque, avant, on séparait les militaires et les civils. Maintenant, comme la guerre est devenue l'affaire qui touche tous les secteurs de la vie nationale, et il faut faire jonction dans ce que j'appelle la création des comités de l'action scientifique de la défense. Là, nous allons réunir vous, Peter, journalistes politiques, les professeurs, les militaires, les économistes, les sociologues. Un groupe que nous n'allons pas dire ici à la télé, ce que nous pouvons dire, mais là-bas, on va se dire des vérités et de trouver des moyens comment finir cette situation de l'Est. Parce que c'est à les moments de guerre comme ça qu'il y a des inventions, qu'il y a des réflexions, que les femmes, les veilleurs, les enfants peuvent être mobilisés pour terminer. La France en est un exemple. Il y a même des idéologies de guerre. Mais ça, on ne peut pas le dire à la télévision. C'est dans ce comité-là que je mets tous les jours dans toutes les chaînes que j'appelle comité de l'action scientifique de défense. Là, nous allons discuter entre nous, les Congolais, pour éviter, parce que nous ne sommes plus dans mesure maintenant de faire une dissuasion militaire, étant donné que l'heure que Mouzé est arrivé, on est venu avec les Rwandais, ils connaissent déjà notre géographie. Or, la dissuasion doit être quelque chose de secret pour faire peur à l'ennemi. Mais maintenant, ils connaissent notre géographie. La question, c'est comment avez-vous accueilli le rapport des Nations Unies? Oui, les rapports, mais état de l'implication du Rwanda à des situations, comme on connaît le Rwanda qui nous a beaucoup flué dans des négociations, et même dans les négociations, il faut toujours associer aussi les spécialistes dans ces domaines-là. On ne dit pas que quand un ministre, on ne dit pas que quand un conseiller est devenu conseiller, qui connaît tout, qui devient plus intelligent que tout le monde. Il faut associer d'autres personnes qui ont la maîtrise ou la matière grise. Nous avons formé des conseillers. Pour revenir à votre question, sont des technocrates. Oui, pour revenir à votre question, pour dire les rapports de la MONUSCO, un rapport à des moments difficiles de guerre, il faut toujours prendre ça au sérieux. Mais même si on voudrait mener des enquêtes, il faut prendre au sérieux et savoir si la MONUSCO a un intérêt à dévoiler un tel rapport, sachant très bien que ça peut mettre en difficulté des rapports. Mais lui, dans sa mission, c'est de protéger peut-être les civils et de faire valoir de tels rapports pour éviter les chaos après, parce que tout le monde a peur du génocide de 1994, alors que la MONUC était en Rwanda. Et c'est ça, donc aussi, la mission a pris en compte. Là, d'ailleurs, encore, il se pose la question de 10 ans d'évaluation du bilan de la MONUC en RDC. Hein, c'est pas ricoché par rapport à ce que vous dites. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je ne suis pas d'accord. Ajoutez aussi que vous êtes parmi ceux qui ont fait à ce que la MONUC vienne en RDC. Hein. Non, pas vienne. Je ne vous accuse pas. Non, vous m'accusez pas. Je donne juste l'information. Non, c'est-à-dire que juste... que ça ne vous mette pas mal à l'aise. Je vais rectifier les choses. Non, je vais rectifier ce côté les choses. Et là, c'était un peu un problème sérieux. Ce n'est pas que nous qui avons été amenés, on a demandé à faire asseoir de manière sécuritaire l'installation de la MONUC. Ce n'est pas nous qui avons pris la décision à amener la MONUC ici.
La décision de la MONUC, c'était une décision gouvernementale par rapport à des situations militaires qui prévoyaient à cette époque-là. Mais nous, voilà, par rapport à la situation des 60 et musées, nous avons demandé d'être vigilants à l'arrivée de la MONUC ici. Il faut être vigilant pour des restaurations et faire un cordon sécuritaire pour les restaurations, et ça a été parfait. Vous êtes content? Le bilan des 10 ans de la MONUSCO en RDC, vous êtes content? Non, attention. Le travail a été bien fait ou selon vous Attention, il ne faut pas répondre comme ça. Moi, je pense qu'à la télé, je vois des gens qui disent que la MONUC doit partir. Non, la MONUC ne fait rien. Non, la MONUC ne protège pas la civilisation. Je pense que peut-être nous n'avons pas le temps. Il faut voir la genèse de cette histoire de la machine onusienne. C'est une machine très lourde et très complexe. Et que vous avez autant de monde qui est ici. La MONUC, effectivement, il avait sa mission d'observation. Après, on a choisi que la mission de protéger. Mais il faut avoir la froideur, il faut des réflexions froides pour dire que la MONUC doit partir tout de suite là. Et de deux, l'évaluation de la MONUC, on ne peut pas dire que la MONUC dans ces pays, honnêtement, n'a rien fait. Ce sont des gens qui n'ont pas connu. Vous savez que la MONUC est à la base aussi de la réconciliation des familles divisées par la guerre. La MONUC, il a fait... C'est avec la MONUC. Deuxième chose, c'est avec la MONUC aussi qu'il y a eu quand même encadrement des élections, le problème logistique. Mais effectivement, toute personne, toute mission, particulièrement ici, il y a des imperfectionnements, il y a des ratés qu'il faut condamner, qu'il faut voir à la MONUC. Et je termine là en disant que la MONUC, partout ailleurs des missions onusiennes, n'a jamais interdit à un pays de se défendre par rapport à une agression quelconque. Mais il accompagne, il donne logistique, il appuie. Mais il ne fait même pas. Professeur Ntita, devant l'évaluation très rapidement de la MONUSCO. Moi, je pense que ce serait. J'invente la question la plus importante que vous avez posée, de ce que je pense de ce qu'on a dit sur ces rapports qu'ils ont donnés. Je félicite en passant la MONUSCO pour avoir été patiente et mûre de ne pas céder aux provocations. Et il doit comprendre que nous avons un Parlement qui est en train d'apprendre d'être parlementaire. Donc quand les gens vont dire ce qu'ils vont dire, c'est normal. J'étais content du moins de la décision du gouvernement que ce sont des élus du peuple. On devait entendre la question du Rwanda à huis clos. J'ai applaudi la décision. Ça vous dérange que ce soit à huis clos? J'étais tellement content. Je félicite le gouvernement et je félicite le Parlement d'avoir pensé comme ça. Parce que quand je vérifiais les niveaux de fonctionnement de notre Parlement, ceux qui n'ont pas fait, qu'ils devaient faire. Voici ce qu'ils ont trouvé comme dossier qu'ils n'ont pas voulu traiter. C'est d'abord le moratoire. Nous sommes un pays maintenant menacé à l'est de la République où il y a un problème de, vous comprenez, la Libye Tutsi. Et nous avons des gens qui ont des moratoires sur la citoyenneté. C'est un peu incroyable, mais c'est vrai. Et de la rétrocommission. Est-ce que les gens qui sont au gouvernement ont déclaré leurs biens en venant, en sortant, et maintenant en entrant encore? La réponse est non. Ils ont commencé à croire que c'était un sujet à débattre alors que c'est la loi. Alors, troisièmement, j'ai vu encore les déclarations tellement infantiles quand on va insulter la MONUC, tout ça. Donc je comprends qu'on est encore très loin. Et la loi électorale, nous allons aux élections législatives, elle reste encore fausse. Nous sommes là-bas à la course pour ça. L'article 148 reste incorrect. Elle viole la Constitution. Mais comme si on parlait aux gens qui ont une surdité incroyable, on avance. Et la loi sur l'enseignement supérieur universitaire, nous avons dit que nous allons maintenant avoir le système LMD. Là, c'est pratiquement incorrect. On doit dire, nous avons un système international. LMD s'applique à la procédure de Bologne. Nous ne sommes pas là-bas, c'est pour l'Europe. Donc là-bas, c'est beaucoup de fautes. Et les contrôles du gouvernement, voici les dérapages de la police. Avec tout ça, je pense que nous avons un Parlement qui, des gens n'avaient pas vraiment droit à beaucoup de ces secrets-là de défense en temps de guerre. Donc j'étais content de la décision qu'on ne puisse pas le mettre. Les gens allaient croire que c'était un sujet de la télévision. Vous savez qu'il y a des gens qui confondent leur rôle. Et quand je vois un parlementaire passer à la télévision pour maintenant essayer d'attaquer un homme du gouvernement, alors que lui ne devait pas le faire dans la rue, il devait le faire dans les parlements, donc il y a des problèmes très sérieux. Vous avez un problème avec les parlementaires, on dirait. Donc, non, vous savez que je n'étais pas d'accord avec les réélections, mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Alors, parce qu'ils n'étaient pas vraiment élus, nous le savons tous. Alors, là-bas, nous venons demander, pour le cas ici, la MONUSCO, nous leur demandons une chose.
de continuer dans la lignée. Je pense que d'avoir dit ce qu'il connaissait. On peut proroger encore le mandat de la MONUSCO. Mais oser, il faut être irresponsable de quoi que la MONUSCO parte aujourd'hui. Vous ne comprenez pas encore. Vous avez dit qu'on doit proroger le mandat. J'ai dit qu'il faut être irresponsable de quoi que la MONUSCO peut partir aujourd'hui, ou ne pas reconnaître que la MONUSCO, sans elle, le pays ne serait pas un. Donc il faut être quand même un peu honnête. L'homme éduqué connaît ses limites. Les Congolais ne doivent pas connaître ses limites. Je suis quand même l'honorable Zachary Bababa Souéen qui n'est pas content d'un certain nombre de choses. Ne cite pas de gens, je ne ferai pas. Écoutez, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait comme déclaration n'était une déclaration irréfléchie. Excusez-moi, comme c'est des gens. Je ne pense pas qu'un homme... Moi, j'amène les enfants de l'école primaire, d'aller à la MONUSCO, de voir comment dorment les gens. Les enfants sont entrés dans leur chambre, sont entrés dans leur char de combat. Ils ont compris. Mais je suis surpris. Lui a besoin d'une visite guidée à la MONUSCO. Vous comprenez? Ça, c'est important. Et là, c'est le problème, je pense, des internationaux comme professeur avec moi ici, qui n'ont pas formé une petite session de formation des non-députés. Parce qu'un député risque de croire que quand on est député, on devient une très grande personne. On parle, on vous écoute, on prend au sérieux. Maintenant, quand vous lancez le chaud et le froid, là-bas, les gens commencent à croire, mais nous sommes les plus bananières. Merci beaucoup. Et là, j'ai regretté que cela a été dit. Je demande que la MONUC nous pardonne. Nous savons qu'ils font un bon travail. Nous sommes avec eux et nous applaudissons les rapports qu'ils viennent de faire et nous applaudissons ce qui est en train de faire là-bas. Monsieur Miss a tout mon appui et toute la MONUSCO a mon appui et nous allons travailler ensemble. Nous avons un objectif commun, c'est la fin de la guerre à l'Est, qui est une guerre de coltan. Mais parce qu'ils veulent que le Congo sombre dans les eaux, parce qu'il y a l'économie de guerre. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires à cause de cette guerre, qui veulent cette guerre continuer. On va mettre fin à leur alibi. Donc, nous pensons que le pays va se reconstruire. Vous allez avoir le mot de la fin. Je disais tantôt que d'aucuns pensent que 10 ans, bilan de la MONUSCO, on te parle toujours des guerres, alors on doit réfléchir quand même autrement. En tant que journaliste de votre calibre, n'allez pas à ce niveau-là pour... Je suis en train de vous dire ce que les gens pensent. Les gens, en tant que journaliste, non, vous êtes en train de prendre un groupe de gens moins réfléchis, il y a des gens très réfléchis qui savent que la MONUSCO doit rester ici. Écoutez, soyez sérieux. La MONUSCO sans elle, le pays ne serait pas en Mais ce n'est pas dictateur. Non, oui, mais attention. Moi, j'ai peur que... N'allez pas prendre seulement les gens, des extrémistes, pour l'amener comme la... D'accord. Alors, nous allons chuter, merci beaucoup, nous allons chuter. Professeur, ça c'est votre avis. Permettez aussi à ce qu'il y ait des gens qui réfléchissent autrement que vous. Ça s'appelle la démocratie. Mais la démocratie n'est pas le désordre de l'irréflexion.